Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci au studio Schmooze. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Nina. Bonjour Dr Cacan plutôt. Frédéric, ça ira très bien. Très bien, je vais t'appeler comme ça. Merci de ce moment de partage avec les auditeurs. Merci de t'intéresser à moi. J'aimerais commencer par te poser la question de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es devenu médecin, comment est-ce que tu es devenu médecin? La médecine m'a toujours intéressé, d'une parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit, mon père était gynécologue, et puis parce que le caractère scientifique, je suis un peu scientifique d'honneur, mais cartésien, donc la médecine forcément m'intéressait. J'ai eu un mauvais prof de maths en terminale qui m'a dégoûté de maths sup, donc finalement je suis allé vers la case médecine par sécurité parce que mon père était médecin, donc voilà. Et puis vers la gynéco en particulier parce que c'était mon dernier stage d'externat. Et j'ai découvert la spécialité, les accouchements, les soins, les services qu'on pouvait rendre aux gens et aux femmes en particulier. Ah, c'est un petit peu une vocation ou tu penses que c'était... Ça l'était pas au départ. J'étais plutôt orienté vers tout ce qui était neuro et puis de stage en stage, de déception en déception. Finalement, mon dernier stage, c'était la gynéco et puis c'était le flash. Ah, super. Est-ce que tu peux nous parler de la douleur? Est-ce que c'est un mot qui te parle, qui te touche? Oui, forcément, parce que ça fait partie de la vie et puis de la spécialité. Les accouchements dans la douleur, avec les péridurales. Et puis dans les cancers du sein en particulier, la douleur physique mais qui diminue au fil des progrès de la médecine et de l'anesthésie, des antalgies, mais de la douleur psychologique aussi que ça engendre, parce qu'on crée une espèce de mutilation, même si elle est minime, ça reste un traumatisme, et la douleur morale est très intense dans le cancer du sein. Donc c'est une dimension importante à prendre en compte. Et pour toi, la douleur, qu'est-ce que ça représente? Si tu nous parlais de ça dans ton parcours de médecin, personnel aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui tétanise, qui paralyse les gens, qui les empêche d'avancer. Il y a une immobilité. Oui, qui suscite la tristesse, la dépression et l'immobilité, c'est ça. Et donc le cancer du sein, comment c'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Au départ en gynéco, donc on fait beaucoup d'obstétrique, ça fait partie du cursus. Et la chirurgie, on y a accès sur le tard. Et le cancer du sein, parce que ça touche à l'image de la femme, c'est plus concret, je trouve, que la chirurgie gynécologique des organes internes. C'est quelque chose qui m'a touché, l'aspect esthétique, la prise en charge esthétique autant que carcinologique de la patiente m'intéressait. Je trouvais que c'était intéressant de combiner à la fois le traitement carcinologique avec ses exigences et puis l'aspect esthétique de la femme qui finalement, c'est ce qui va lui rester une fois qu'elle sera guérie. Ah oui, c'est ça. Les séquelles esthétiques qui peuvent être source de douleur. La douleur, elle peut être concrète par l'intervention qu'on réalise, mais elle peut être aussi après, a posteriori, par les séquelles qu'on engendre, une douleur morale qui lui rappelle les douleurs physiques au long cours. Et donc, c'est progressivement que tu t'es intéressé à cette activité, que tu es devenu scénologue ou... Au fil des stages, donc on commence par de la chirurgie, chirurgie mélangée avec l'obstétrique, puis chirurgie. Et en chirurgie, après, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un centre anticancéreux et plutôt dans la partie, parce que c'était assez scindé. Il y a la chirurgie gynéco et la chirurgie séno qui se mélangent pas. Moi, j'ai atterri dans la case séno et ça tombait bien, en fait. Oh, super. Le hasard a bien fait les choses. Et tu as été touché dès tes premiers stages, finalement, par cette pathologie? Par le cancer du sein, oui, en particulier. Parce que c'est le cancer aussi le plus fréquent, donc c'est celui auquel on est le plus fréquemment confronté.
et puis par les situations des patientes qui sont dans toutes sortes de détresse morale, sociale. Donc c'est vraiment c'est une pathologie qui est multidimensionnelle en fait, en termes de prise en charge, et qui est très intéressante. Et donc tu as travaillé dans un centre hospitalier universitaire, et aujourd'hui tu es en un centre anticancéreux. Voilà, centre anticancéreux aussi, j'avais oublié. Ouais, tu as vraiment une... Et après ça continue, on se forme en permanence. Donc après on va dans des congrès à droite à gauche, on en apprend tous les jours en fait, par la pratique qu'on fait au quotidien et puis des autres praticiens. Et aujourd'hui, tu es en clinique. Comment se passe ton activité? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe en clinique quand on a un cancer du sein et qu'on choisit, est-ce qu'on peut choisir un centre hospitalier public, privé? Comment ça se passe ton activité? Comment tu opères? Moi en particulier, ça commence d'abord la prise en charge par la mammographie. Donc c'est le premier contact dans le cancer du sein, c'est le radiologue. Et donc au fil du temps, les gens finissent par me connaître et les radiologues m'envoient les patients parce qu'ils finissent par avoir confiance sur le plan technique, et puis parce qu'ils savent que sur le plan, la prise en charge un petit peu plus que technique, je suis pas si mauvais que ça. et voilà, donc c'est le premier contact, c'est le radiologue. C'est lui qui aiguille en fait principalement les patients. Après, il y a le médecin traitant qui peut intervenir lui aussi, et parfois le gynéco, mais en premier lieu, les premières correspondances sont les radiologues. Donc c'est eux qui aiguillent, soit vers l'hôpital, soit vers la clinique. Et après, il y a le bouche à oreille des patientes aussi. Et donc elles arrivent vers toi, et qu'est-ce qui se passe ensuite dans la première consultation? Donc on fait un petit peu le point sur la situation. Elles ont souvent déjà leur biopsie. L'annonce a déjà été faite. En général, j'ai pas besoin de le faire parce que le radiologue l'a déjà fait. D'accord. Et moi, je suis là pour essayer de l'aiguiller dans la thérapeutique la plus optimale. Soit en général, on fait la chimio d'abord ou la chirurgie d'abord. Tout ça, ça se discute en fonction des caractéristiques de la lésion, son agressivité. Tout ce qu'on fait de toute façon avant d'entreprendre quoi que ce soit, on le valide en RCP, on est une concertation pluridisciplinaire avec les collègues. Super, oui. Et puis donc après le premier contact, on revoit la patiente pour lui donner les conclusions de cette réunion. Et puis, mais déjà avant même que la réunion ait lieu, on a pu l'orienter par expérience. On sait un peu ce sur quoi ça peut déboucher vers l'une ou l'autre des possibilités, chimio d'abord ou chirurgie d'abord, et puis et même parfois parler de reconstruction déjà d'emblée. Ah ok, dès la première consultation. Ça peut arriver, ouais. C'est déjà très dense finalement. Première consultation, c'est pas 5 minutes, c'est pas possible. Forcément minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord, ok. Ah super, c'est une bonne information ça à savoir. Et une fois que c'est fait, celle que tu vas opérer, comment ça se passe? Elle vient le matin, la veille? Est-ce que tu... Alors tout dépend de ce qu'on va réaliser. En général, le dépistage des cancers du sein, qui est plutôt bien organisé, ça permet de dépister donc des tumeurs de petite taille, donc qui souvent ne sont pas palpables. Ouais. Et qui, c'est tout l'intérêt, permettent qu'on fasse des traitements minimum efficaces malgré tout. Donc on va devoir repérer la tumeur qu'on ne repère pas par la palpation avec une échographie. Okay. Donc avant qu'on l'opère, en général, elle a un repérage échographique de la lésion et également un repérage par la médecine nucléaire du ganglion sentinelle qu'on va retirer pour les lésions infiltrantes en tout cas. Donc ça peut se faire la veille ou le matin? Ça peut se faire la veille ou le matin même. On peut tout faire sur une journée. D'accord. Lorsque j'ai une journée complète en fait de bloc opératoire, en général les 2 repérages se font le matin et je l'opère en fin de matinée ou début d'après-midi. Et elle peut sortir le soir. Ça se fait en ambulatoire. Ah, elles peuvent sortir le soir. C'est anesthésie générale, mais en ambulatoire. Ouais. Le progrès. Et donc il y a une particularité dans ton travail qui m'a touchée dans l'observation que j'ai pu faire, c'est que tu travailles avec une infirmière. Ouais. Que tu as, voilà, c'est finalement un binôme émotionnel aussi, je trouve, parce qu'il y a quelque chose moi je ne savais pas, et j'ai trouvé que vos gestes étaient très coordonnés. J'ai même cru que c'était un médecin. Ouais, c'est plus que mon bras droit, c'est presque mes 2 bras en complément, parce que j'avais 4 bras. Et elle, à force depuis le temps qu'on travaille ensemble, elle finit par savoir mes petites habitudes, mes qualités comme mes défauts, et elle anticipe avant même que je lui demande. Elle me donne l'instrument dont j'ai besoin, ou elle m'expose exactement comme je veux. Et donc c'est un travail avec son planning, parce qu'elle est vraiment, attitrée, c'est ça. C'est des infirmières dédiées à ça, des IBOD, infirmières de bloc opératoire. Donc diplômée et spécialisée là-dedans. Ouais. Et c'est vrai, son planning est relié au tien. J'aime pas dire ton infirmière parce qu'on n'appartient pas aux personnes, mais c'est vraiment une personne qui t'est dédiée dans ton travail,
Elle travaille pour plusieurs chirurgiens. D'accord, ok. Pas forcément que moi, mais je suis l'un de ses principaux utilisateurs, entre guillemets. Oui, employé, voilà. Oui. J'aimerais que tu nous parles de la reconstruction mammaire, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui te passionne aussi, comme si, offrir un nouveau regard à la patiente, de nous expliquer un petit peu comment ça se fait, est-ce qu'il y a des contre-indications, le cheminement de tout ça, s'il te plaît. Le cheminement, c'était que la chirurgie mammaire, c'est un peu délabrant, entre guillemets, pour pas dire mutilant dans certains cas. Et l'idée de la reconstruction, c'est bien sympa. Quand on fait la chirurgie du sein, on est capable d'enlever comme on est capable de refaire. Et donc pour la patiente, pour se réapproprier son corps qui l'a trahi, ça fait partie des éléments qui l'aident à reprendre confiance en elle. Donc reconstruction, il y a plusieurs types qu'on propose et qu'on adapte aussi en fonction de la morphologie de la patiente, de ses souhaits et de ses antécédents. Il y a plusieurs familles de reconstruction. Il y a les classiques par prothèse que tout le monde connaît. Il y a celles par lambeaux. Donc ce sont ses propres tissus qu'on réutilise et qu'on déplace pour recréer un volume. Et la dernière famille, c'est par les lipomodelages, Donc on prend la graisse comme pour une liposuction aux différents endroits où il y en a et on la réinjecte en plusieurs séances, en ambulatoire en général, pour obtenir de bons volumes. Et on peut après mixer les techniques avec des lipomodelages plus lambeaux qui peuvent bien recevoir ils sont des bons porteurs de greffe de cellules graisseuses ou alors mixer prothèse et lipomodelage. C'est possible aussi. D'accord, c'est oui. Donc ça, c'est technique. C'est très technique. Et donc la patiente, c'est pareil, c'est pas tout de suite quand elle a été opérée. Est-ce que tu fais des reconstructions immédiates? Si c'est le cas, comment? Pareil, il y a des reconstructions immédiates et il y a des reconstructions secondaires. Les reconstructions immédiates, on peut, dès la première consultation, lorsque les tumeurs sont multiples dans un sein ou même des lésions précancéreuses étendues, on sait d'emblée qu'on part vers la mastectomie totale et là on propose la reconstruction immédiate. Et donc pendant l'opération, c'est ça. Donc on fait la mastectomie, on enlève complètement, on vide le sein de sa substance, on garde que la peau et on remplit par soit un lambeau, soit par une prothèse. Et donc l'opération dure plus longtemps ou parce que tu n'auras pas le temps? Il faut faire la mastectomie plus la reconstruction. D'accord. Donc on est formé pour ça. Alors certains chirurgiens font la mastectomie, les chirurgiens gynéco, et font la partie reconstruction avec un plasticien. Et d'autres, plus récemment formés, sont formés pour faire la reconstruction en même temps à la suite de la mastectomie. Et toi, tu fais ça? Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près? Alors, tout dépend de la technique. Il y a des techniques qui peuvent, pour les DIEP par exemple, durer 12 heures. D'accord. Il y a des techniques les grands dorsaux, ça dure à peu près 4 heures. Les techniques par prothèse, ça dure plutôt 2 heures. 2 heures, ok. Quant au lipomodelage, ça dure pas très longtemps, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est plusieurs séances. Oui, donc elles reviennent fractionner en 3 ou 6 fois. Donc au total, la durée, en comptant parce qu'il n'y a pas qu'une opération, en général quand il y a une reconstruction, il y a toujours des finitions, on n'est jamais forcément content. La patiente, on lui dit, il faut qu'elle s'habitue à un volume imparfait, c'est pas un nouveau sein qu'on lui fait, c'est un volume qui remplit un soutien-gorge. Il faudra qu'elle s'habitue à un certain degré d'imperfection, mais malgré tout, il y a plusieurs interventions pour arriver à un résultat qui lui correct. plaise. Parfois, c'est rarement tout de suite j'ai le bon résultat. Ça arrive, mais c'est rare. D'accord, ok. On les prépare d'emblée à plusieurs interventions. Donc au final, quand on calcule bien, on se retrouve toujours à peu près la même durée opératoire. Pour les deux. Ouais, cumulative. J'ai vu que tu avais un ballon parce que 12 heures debout. On a vite mal au dos, aux hanches, aux articulations. En général, un long bloc, je le paye aussi. C'est ça. J'ai aussi mal que la patiente le lendemain. Bah oui, les courbatures, c'est pas évident, d'accord. Et il n'y a pas de contre-indication pour ces 3 techniques que tu nous as présentées de reconstruction? Si. Les patientes qui ont été irradiées. En fait, on s'adapte en fonction des antécédents d'irradiation, diabète, vasculaire, etc. Parce que chaque technique ne peut pas être appliquée à toutes les patientes. Donc c'est nous qui faisons la part des choses. On dit à la patiente quand on la voit en consultation, voilà ce qui me semble le plus adapté pour vous. D'accord. Et on lui fait choisir, on lui donne plusieurs stratégies possible. Il y a des techniques qu'on fait, d'autres qu'on fait pas. On les oriente vers des collègues qui font correctement, que nous on sait pas forcément faire, et inversement. Okay. Et on l'oriente vers la meilleure méthode pour qu'elle y adhère. Elle soit satisfaite. Ouais. Et s'il y a une radiothérapie, une hormonothérapie, les délais sont les mêmes ou qu'est-ce qui se passe? C'est le but, et certaines techniques de reconstruction permettent même d'enchaîner sur une radiothérapie alors qu'avant c'était des contre-indications.
important. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je te demande ça. D'accord. Ouais, des techniques par lambeaux, par exemple, on peut irradier derrière, et de nouvelles techniques par prothèse enveloppée, on peut très bien également irradier derrière sans avoir pour autant des coques douloureuses et rétractiles. C'est ça, c'est ça que je te demandais. Ouais. Et la chirurgie évolue lentement, mais elle évolue quand même. Elle évolue, même la prise en charge du cancer du sein, c'est... Ah bah ça évolue très vite. C'est impressionnant. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour préparer la peau? Parce que je pense que, c'est quand même s'il y a des fibroses qui s'installent, des choses comme ça. Surtout après la radiothérapie, il faut pas faire ça trop vite. Donc aux patientes, on leur dit d'emblée, c'est minimum 6 mois, mais plutôt en général 1 an après la fin de la radiothérapie. D'accord. Que toutes les effets secondaires s'atténuent au fil du temps. Et puis la préparation de la peau complémentaire, c'est en général des plissés roulés, en général mécaniques, avec la machine, là, c'est l'UM6 ou LPG. Ok. Donc ça prépare la peau, ça casse la fibrose, ça draine les œdèmes, et nous, ça nous permet, si on a des lipomodelages ou même des prothèses à mettre, d'assouplir la peau, de gagner en souplesse et surtout en capacité de tissu à accepter les cellules graisseuses quand on fait des lipomodelages. Et donc elles ont une liposuction et elles choisissent la partie du corps où elles souhaitent. Ouais, des personnes qui me disent oui, je veux pas telle partie, ben je m'adapte. Mais quelquefois j'ai pas trop le choix. Ah oui, parce qu'elles peuvent choisir le ventre, elles ont une petite bedaine ou c'est. En fait, je choisis pas forcément. D'accord. Même moi, ni la patiente, je prends la graisse là où elle veut bien se donner. Et dès que ça commence à saigner un petit peu, il y a des patients qui sont plus ou moins vascularisés, on va dire. Dès que ça commence à polluer mes prélèvements, et je change de site de prélèvement. D'accord. Elles sont sous anesthésie générale quand tu fais ça? Anesthésie générale, ouais. Ah d'accord, donc elles savent pas exactement où Avant, je les vois, je leur demande alors est-ce qu'il y a des zones préférentielles. Elles me disent oui, si possible plutôt là ou là. Mais après, quelquefois, je veux dire, j'ai pas trop le choix, donc je prends là où je peux. Et toutes les patientes n'ont pas la même qualité de graisse. Et il y a des patientes où on sait d'avance, quand on la prélève, la graisse, et qu'on la centrifuge, que ça va plus ou moins bien prendre. Ouais. Ah oui, parce que je pense qu'il y a de l'acidité qui peut naître avec le stress. C'est des cellules qui gardent beaucoup d'acidité, la graisse. Ouais, on fait ce qu'on peut. C'est pas une liposuction classique avec une aspiration murale et des grosses canules. On fait ça à la main. Pour essayer de préserver au maximum, pas faire de trop grandes dépressions qui pourraient faire exploser nos adipocytes. Wow. Et on centrifuge à basse vitesse et pas trop longtemps pour essayer d'éviter que les cellules s'abîment. Mais malgré tout, on voit pour certaines patientes des proportions de gras, de plasma et de sang qui sont variables. Et lorsqu'on a beaucoup de gras, pas beaucoup de plasma et pas trop de sang, c'est plutôt de bonne qualité. Mais il y a des proportions parfois qui sont très défavorables. Et on sait d'avance que même si on a obtenu un bon volume au départ, c'est pas gagné, ça reste. On perd à peu près à chaque session entre 30 et 50% du volume injecté. Ce que vous avez. C'est pour ça qu'on en met exprès un petit peu plus au début. D'accord. Voilà. Sachant que la première injection, en général, pas grand-chose reste. Mais on les prévient, les patientes, qu'il ne faut pas qu'elles soient déçues. La première injection, en fait, c'est une forme de régénérescence titulaire. Comme si on les restimule. Les cellules graisseuses, c'est ça. Elles ont produisent des facteurs de croissance qui vont permettre à la vascularisation de se développer et de faire le terrain de l'accueil, en fait, des lipomodelages suivants. Et parce que cette liposuction, elle va créer, quelque chose dans le corps. Elles ont mal ou pas? Oui, alors on dit après l'intervention de porter des collants un peu serrés, des panties, ou des leggings un petit peu serrés. Pendant une petite semaine, elles ont un peu mal, des bleus, et puis après, ça passe. D'accord. Tout à l'heure, j'ai vu une de tes patientes qui avait un beau téton. J'ai trouvé ça, et tu m'as dit que c'était une technique que tu avais fait directement dans la salle d'opération. Ouais. Et tu peux nous en parler parce que c'est. Donc il y a les reconstructions immédiates ou secondaires après ablation complète du sein, et il y a ce qu'on appelle l'oncoplastique. Donc là, c'est quand on garde le sein, on a envie qu'il y ait le moins possible de séquelles esthétiques. Et donc on utilise des techniques de chirurgie plastique. Des institutions de chirurgie plastique qu'on utilise pour des réductions mammaires en cancérologie pour que la rançon cicatricielle soit la moindre possible, pour qu'une fois que la patiente sera guérie, elle y pense plus, on se regarde dans le miroir. Voilà, tout de suite, c'est très beau parce qu'on voit déjà tout de suite qu'il y a une forme qui se met en place. C'est l'idée. Donc même si le volume n'y est pas, au moins la forme y est, et on peut toujours après symétriser avec une ou l'autre technique de l'autre côté pour que la poitrine soit harmonieuse. Qu'est-ce qui te passionne dans tout ça, à part cette reconstruction? Est-ce que tu as une forme de fierté quand tu vois les patientes, que ce soit une fois que tu as fait l'ablation ou la reconstruction? Est-ce que tu as des moments qui te touchent quand même avec ces femmes-là? C'est surtout lorsque le regard de la patiente, quand elle est contente, lorsqu'elle elle se voit après, lorsque j'enlève le pansement, lorsqu'elle voit qu'elle n'a pas perdu de volume.
Bon, après, parfois, c'est pas toujours aussi idyllique. Ouais. Les reconstructions, il y a parfois quelques petits ennuis par la suite, parfois même des grosses déceptions. Mais bon, le regard de la patiente, même à distance, lorsqu'elle est contente de sa reconstruction, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Est-ce que tu penses que ça joue sur leur sexualité, est-ce qu'elles t'en parlent, ces femmes, de l'impact de leur sein, de cette maladie sur leur sexualité et leur féminité? Est-ce qu'elles arrivent à t'en parler? C'est pas forcément évident, surtout que je suis un homme. Oui. Donc ça vient pas tout seul. Donc faut un peu lancer le sujet. Et mais alors c'est clair que ça les rassure. Mais malgré tout, je leur dis, mais de toute façon dès le départ, que c'est pas non plus, c'est pas du tout les mêmes sensations. Oui. Elles ne pourront pas en tirer grand-chose sur le plan sexuel à proprement parler. Ça les rassure quant à l'image que leur reflète l'autre. Mais au niveau de la sensibilité pure et du plaisir que ça peut apporter, c'est clair que elles ne sont pas déçues parce que je leur dis dès le départ, mais on ne fait pas des miracles. Elles le savent dès le départ. On leur casse un petit peu leur rêve avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Donc elles le savent. Ouais, c'est vrai que c'est des parcours, ça touche beaucoup la féminité, c'est assez particulier. Est-ce que t'as déjà eu des femmes, je pense, qui jeunes et donc qui ont des désirs d'allaiter? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que c'est possible ou pas avec la reconstruction? Avec une reconstruction, même l'irradiation, quand on regarde le sein en général, il y a une irradiation. Donc déjà, l'allaitement de ce côté-là n'est plus possible. Il est possible de l'autre côté, sans problème. Mais dès qu'on parle de chirurgie mammaire carcinologique, en général, le côté opéré, même avec une conservation du sein, c'est pas possible. Et avec une ablation complète, avec une reconstruction, là, évidemment, non plus, c'est pas possible. Mais de l'autre côté, oui. Le côté qui est sain. D'accord. Et est-ce que depuis que tu t'es un peu spécifié comme ça, ta vision de la femme a changé? Oui. Au fil du temps, on s'aperçoit qu'elles sont résistantes et plus qu'on pourrait l'imaginer. Une petite chose fragile, en fait, qui est capable d'encaisser des trucs qu'on pourrait pas imaginer. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Et si je te dis canapé, ça te fait penser à quoi? Moi, je sais pas, les canapés, la fête qu'elle pourra faire après, une fois qu'elle sera guérie, qu'elle y pensera plus. Ça te fait penser à ça, canapé? Ah bah, super. La bouffe. La bouffe. Écoute, merci beaucoup Frédéric pour ce moment de partage et ce travail que tu fais ici à la polyclinique, à l'hôpital privé de l'HPVA. Merci à toi. Villeneuve-d'Ascq. Et je t'ai vu travailler avec, parler aux femmes, t'occuper d'elles. Et puis j'ai aussi vu que tu prenais en charge celle qui avait de l'adénomiose, l'endométriose. C'est pas ton activité principale, mais cette présence à la femme m'a beaucoup touchée. Donc merci de prendre soin d'elle comme ça et de te rendre compte, de te dire que c'est à la fois fragile, mais que ça peut encaisser beaucoup de choses. Prouver qu'on leur explique bien les choses et qu'on les accompagne. Ouais, c'est ça. Ouais, merci à toi aussi d'intéressé à ce que je fais. Et merci pour ce que tu fais pour elle aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des thérapies alternatives et complémentaires. Elles t'en parlent, tes patientes, ou pas? Elles sont pas forcément au courant, mais je contribue à les y mettre au courant. Et puis il y a Nathalie Béra, donc l'infirmière coordinatrice. Maintenant, c'est un peu comme ça partout dans beaucoup d'endroits en France. Les infirmières coordinatrices qui permettent d'introduire tous ces soins de support, qu'on appelle ça comme ça, mais bon, ça mérite, je pense, un terme un peu plus glorieux, parce que c'est indispensable finalement dans la prise en charge. Moi, sur le plan technique, c'est bien gentil, et mon temps est limité, et je fais ce que je peux pour essayer d'accompagner les gens, mais c'est rien par rapport à ce que toi tu peux faire avec elles. Le temps que tu leur consacres, c'est au moins aussi important que ce que je fais. Mais merci beaucoup, et puis j'ai hâte de partager cet épisode, et puis de te revoir pour d'autres aventures autour de la femme. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots.